voudrais vous remercier vivement de votre gentil hommage. Avant de commencer, before starting, I'd just like to say that I've distributed more or less what I'm going to say, and those are intended for people who don't speak French, so there might not be enough to go around. So if you do understand French, they're not for you. Unless you have a particular interest in translation, of course. I speak French. Voilà. Chers amis, anciens camarades de classe, étudiants, collègues, famille, je suis ravie de vous voir ici pour fêter cette occasion. J'ai opté de vous parler en français, bien que ce ne soit pas accessible à tous, pour honorer mes amis et collègues francophones en France et ailleurs, qui, au cours des années, ont tellement enrichi ma vie. Si j'ai consacré ma carrière à la promotion de la langue et de la culture française, cela relève plutôt de la curiosité et du plaisir que du devoir. Ma fascination pour la langue et les langues remonte à l'âge de 8 ans, quand ma sœur a reçu une photo de sa correspondante française, au verso de laquelle elle avait écrit « I have a long hair, but they are up ». J'ai été sidérée. Cette phrase a tout déclenché. Cherchant une anecdote qui représente ma longue association avec la France, j'ai décidé de vous raconter une petite histoire qui ne me fait pas honneur et qui n'a pas grand-chose à faire avec la remise des palmes académiques, mais qui sera quand même intéressante. Puis moi je l'espère. Mes anciens camarades de fac, ici présents, se rappellent sans doute les occasions où on a visité les cargos français qui faisaient escale dans le port de vous avez fait référence, madame. Une fois en 1970, j'ai rencontré un jeune officier mécanicien très galant qui s'appelait Jean-Yves Duclos. On a sympathisé, du coup je l'ai invité à dîner chez nous. Il est arrivé avec une douzaine de roses rouges pour ma mère. Puis une fois reparti, il m'a envoyé un nounours de Bluff, des messages empressés du milieu du Pacifique, de beaux cadeaux extravagants de France. Je lui ai offert un kiki en jade, comme souvenir de sa visite et éventuellement comme porte-bonheur. Nos lettres se sont espacées. Moi, j'ai rencontré David et Jean-Yves a rencontré sa future femme. Mais vers la fin de 1971, il m'a écrit pour me dire qu'il avait été naufragé. Que le bateau Maori de la compagnie Messagerie Maritime avait coulé dans le nord de l'Atlantique en novembre et qu'il avait été le seul rescapé parmi l'équipage d'une trentaine de marins. Naturellement, j'ai eu du mal à le croire, mais un article et une photo dans Paris Match a tout confirmé. Il a survécu 6 ou 7 heures dans l'eau à 15 degrés grâce à sa combinaison de plongée. Il s'est enduit aussi de l'huile de noix de coco qui faisait partie de la cargaison. Finalement, il a été récupéré par un bateau allemand qui avait été alerté. Passons à 1980, quand lors d'un séjour en France avec David, on s'est trouvé dans les alentours des Aisies, dans le Périgord, où habitaient les parents de Jean-Yves. Je les ai contactés. Ils nous ont invités à déjeuner et on a passé un bon petit moment ensemble autour de la table à déguster les spécialités du pays et à parler de leur fils, qui avait quitté la mer et qui s'était installé à Laval. De retour à Londres, où on habitait à l'époque, j'ai reçu bientôt une lettre de Jean-Yves pleine de sa bonne humeur habituelle. Puisqu'on avait eu la gentillesse d'aller voir ses parents, il proposait de venir à Londres nous voir.
j'ai honte de vous avouer que pour des raisons qui ne sont pas claires, peut-être le sachant récemment divorcée et soucieuse d'éviter des histoires, je ne lui ai jamais répondu. Cela aurait été la fin de l'histoire si des élèves en 2013 ne m'avaient pas demandé si j'avais jamais eu un petit ami français. Je leur ai répondu, pas exactement, mais qu'il y avait cette histoire de Jean-Yves. Cela leur a mis la puce à l'oreille. Il y aurait certainement de l'information en ligne sur le naufrage. Sur Facebook. Effectivement, quelqu'un avait créé un petit site web sur le drame du Maori qui raconte en détail le déroulement de la tragédie. L'année passée, 2014, je me suis dit, c'est le moment de retrouver Jean-Yves. C'était comme un puzzle, pas fini. J'ai cherché ses coordonnées sur l'Internet et j'ai envoyé une lettre à une adresse prometteuse à Saint-Malo, au bord de la mer. 2 mois après, dans la boîte aux lettres, j'ai reconnu une écriture familière, une réponse de Jean-Yves. Que voilà. Pardon. Je ne vous lirai pas ce qu'il a écrit dans son intégralité, mais il suffit de dire qu'il était très content d'avoir de mes nouvelles. Il dit dans la lettre « Je t'ai gardé toujours auprès de moi, notamment autour du cou, car j'ai toujours le tiki maori que tu m'avais offert à l'époque, et tu m'as toujours porté bonheur. J'ai été ravie de lire qu'il s'était remarié et que tout avait l'air de baigner pour lui. Quoique, la lettre avait l'aspect un peu bizarre. La marge était déformée, comme s'il avait écrit autour de la main. Et puis vers la fin, il a ajouté, mine de rien, qu'il avait fait un AVC l'année précédente et qu'il suivait un cours de rééducation. Visiblement, le tiki perdait ses pouvoirs, j'ai pensé. Depuis cette lettre, on a échangé des photos et des mails qui ont comblé le vide des années écoulées. Le tiki en jade est encore en évidence. J'ai demandé à Jean-Yves s'il le portait lors du naufrage et il a répondu « Oui, bien sûr ». La mythologie maori veut que le jade néo-zélandais ou konami, une fois offert à un étranger, cherche toujours à rentrer à sa source, ce qui est comme une invitation à visiter la Nouvelle-Zélande. Malheureusement, dans son état de santé, il est peu probable que Jean-Yves et sa femme viennent ici dans un avenir prévisible. Par contre, j'aurai l'occasion de passer 6 semaines en France en décembre, janvier, et cette fois-ci, une petite escale à Saint-Malo, que j'ai contournée si souvent, sera incontournable. Merci beaucoup.